Aujourd'hui, on a un panel cet après-midi. On voit pas vraiment Et c'est Mme Caudron qui va animer ça, Charlotte On peut Caudron. avancer. Je peux me Ben là, permettre on de les dire voit pas Charlotte? là-bas. Oui, oui. Facile. Vous avancez tout le temps. C'est elle qui va animer le panel. Fait que je vais prendre une pause. Mme Caudron a réalisé ses études en agronomie en France et est membre de l'Ordre agronome ici au Québec depuis 2020. Poussée par son désir d'accompagner les producteurs vers des pratiques plus durables, elle a participé à plusieurs projets de développement d'agriculture durable au Québec. Depuis 2021, en tant que chargée de projet pour Agri-Climat, Mme Caudron forme et soutient les conseillers dans l'accompagnement des producteurs agricoles pour la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, elle va nous parler un peu, si c'est possible, d'amener notre bilan carbone avec ses partenaires producteurs. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bien, merci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Puis aujourd'hui, donc, je suis en présence de 3 producteurs et productrices. Donc, Joël, Billy, puis Jean. Puis je vais les laisser se présenter puis vous dire 3 mots sur leur entreprise chacun. 3 mots. Vous allez voir, ils ont tendance à beaucoup parler. C'est pour ça qu'il va falloir que je les calme un petit peu. Mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui pour le panel, pour essayer un petit peu de changer les règles du jeu, idéalement, on aimerait que vous puissiez vous lever à tout moment pour venir nous poser des questions, pour rendre ça un petit peu plus animé, puis que vous endormiez pas vu qu'on vient de manger. Là, la digestion va commencer. Donc, je vous invite vraiment à tout moment dans la présentation à vous lever puis aller nous poser des questions. Puis l'avantage, c'est que vous avez 3 personnes qui vont pouvoir vous répondre dans chacune des productions qu'on traite aujourd'hui. Donc, c'est ça. N'hésitez pas, soyez pas timide, levez-vous, puis posez des questions. Donc, je vais vous laisser la parole. Puis, j'ai commencé par toi, Joël. Est-ce que tu peux nous présenter ta ferme? Ben oui. Bonjour, je m'appelle Joëlle Quentin. Je suis copropriétaire de la ferme Candrine à Saint-Léonard-d'Aston. On a une ferme, dans le fond, on est qui par... C'est quoi qui nous distingue? C'est premièrement, on est une ferme entièrement familiale. On est seulement la famille qui y travaille. Qu'est-ce qu'on a? On a des vaches, on a 115 kilos de quota. On a aussi des plantes fourragères et de la grande culture. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est, dans le fond, en 1990, on a intégré le semi-direct à la ferme. Pourquoi? Bien, c'est principalement parce qu'on a des terres très sableuses. Et puis, au printemps, on avait souvent des nuages de sable partout, autant dans l'étable quand on tirait les vaches que dehors. Puis, on s'est dit, là, il faut faire quelque chose parce que ça n'a pas de sens. Donc, on a intégré le semi-direct. Puis aussi, là, au niveau personnel, mon grand-père quittait la ferme. Mon oncle se ramassait toute seule dans le fond, à cultiver les 302 hectares. Fait qu'on s'est dit, le semi-direct va vraiment beaucoup nous aider, autant dans notre travail que pour augmenter notre matière organique au niveau du sol. Merci, Faut Joël. que ça soit bref. Billy, est-ce que tu veux nous présenter ta ferme? Oui, salut tout le monde. Donc, je travaille à la ferme Beauport, donc je suis actionnaire avec ma sœur Cindy, ma mère Sylvie, une entreprise à Saint-Valérien-de-Milton. Donc, dans le fond, c'est rendu majoritairement production en grande culture, donc 660 hectares. Division porcine, là, 2000 cochons à l'engrais, puis un autre 2000 cochons en pouponnière, là, qui était à la base, quand ça a commencé, là, on avait un site naisseur-finisseur de 200 truies. Puis ça, là, avec les années, là, ça a évolué comme ça. Donc, c'est pas mal ça pour l'entreprise. Bien, merci. Puis Jean? Oui. Bonjour, Jean Lambert de la ferme Beauvicole à Saint-Nicolas, près de Québec. Entreprise dont je suis la 4e génération et ma fille sera la 5e, qui va fêter ses 125 ans au mois d'août. Donc, mon arrière-grand-père avait acquis la ferme en 1899 pour la modique somme de 4 000 $. On fait, production de bovins de boucherie depuis... on a fait une 40aine d'années en semi-finition. Depuis 2019, on a démarré un troupeau vache-veau. On fait du pâturage en rotation très fréquente, ce qui veut dire 2 fois par jour. Production de poulets à griller aussi, 120 000 poulets à griller annuellement. Et depuis cette année, on est passé à 0 travail de sol, 0 herbicide, pâturage permanent qui sont déjà permanents depuis 10 ans. Les prairies sont devenues permanentes avec l'abandon du maïs fourragé. C'est un petit peu le portrait actuel. Bien, merci. Encore une fois, n'hésitez pas à vous lever si vous avez des questions. Hein. Je le répète. Donc,
pour vous permettre de poser des questions aussi, je reprends la parole pour vous parler un petit peu d'un bilan carbone. Qu'est-ce que c'est? C'est le sujet de notre conférence aujourd'hui, mais je veux être sûre qu'on parle tous le même langage. On a fait ça dans les détails, mais justement, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est pour vous. Donc, en fait, un bilan carbone, c'est vraiment un outil d'estimation des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise. Puis, dans notre cas, c'est des entreprises agricoles. Puis, pour ça, en fait, on va vraiment regarder 2 grands volets. Le premier, c'est vraiment les émissions de l'entreprise directe. Donc, ça, c'est vraiment toutes les activités de l'entreprise, tout ce que vous faites au quotidien, bien, ça émet des GES. Puis ensuite de ça, le deuxième grand volet, c'est toute la dynamique du carbone. Puis ça, le carbone, on peut le séquestrer de 2 manières, dans les sols ou dans les arbres. Mais pour le bilan carbone, on va y regarder justement qu'est-ce qui se passe au niveau de vos sols, est-ce que vous avez planté des arbres et tout ça, pour voir finalement si vous êtes en train de séquestrer du carbone ou éventuellement d'en perdre. Puis on fait la somme de tout ça, puis finalement, c'est ça, notre bilan carbone. On ramène tout ça en équivalent CO2, puis ça vous donne vraiment votre empreinte carbone, finalement, votre bilan carbone. Un bilan carbone, maintenant, il y a quand même plusieurs choses qui le constituent. Puis, c'est vraiment réparti en postes d'émission. On a 4 grands postes d'émission. Le premier, c'est vraiment au niveau des sols agricoles. Donc ça, c'est dès que vous apportez de l'azote, que ce soit par des engrais minéraux, des engrais organiques, des résidus de culture, vous allez avoir des émissions de protoxyde d'azote qui vont être faites au niveau des sols. Ensuite de ça, tous les intrants qui sont consommés à la ferme, que ce soit pour les champs, que ce soit pour la production animale, bien, leur fabrication émet aussi des GES. On la comptabilise dans le bilan. Le troisième poste, qui est lui vraiment spécifique à la production animale, c'est la fermentation entérique. Ça, c'est vraiment lié au processus de digestion des animaux. Puis c'est particulièrement, en fait, c'est plus élevé chez les ruminants que les monogastriques, comme le porc. Puis il n'y en a quasiment pas, c'est négligeable pour les productions avicoles. Puis ensuite de ça, notre dernier poste d'émission, c'est au niveau de la gestion des fumiers. Puis nous, quand on parle de gestion des fumiers, c'est vraiment l'entreposage. Donc quand votre fumier il est dans la fosse, en amas, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a des émissions aussi, puis on les comptabilise. Donc ça, c'est pour toutes les émissions, mais je vous ai dit qu'il y avait aussi de la séquestration. Puis comme je disais, la séquestration peut se faire de 2 manières, dans les sols ou dans les arbres. Donc ça aussi, on va un petit peu le comptabiliser pour le bilan carbone. Donc ça, c'est vraiment une petite introduction générale. Maintenant, je vais relaisser la parole à mes panélistes pour justement qu'ils vous présentent leur bilan carbone. Puis surtout, ce que je voudrais qu'ils vous présentent, c'est qu'est-ce qu'ils s'attendaient avant d'avoir leur bilan carbone. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qui les a surpris quand ils ont reçu finalement leurs chiffres, qu'est-ce qui les a surpris. Donc, je commence avec toi, Joël. Puis peut-être avant de présenter ton bilan, qu'est-ce que tu t'attendais à voir quand tu as fait ton bilan? Moi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au début. La seule chose que je connaissais, c'était que notre industrie nous demandait d'être carboneutre en 2050. Moi, je partais de cet élément-là, puis je ne savais pas trop dans quel projet je m'embarquais. Dans le fond, je vais vous parler un petit peu le projet. Pourquoi on a calculé notre bilan carbone, c'est qu'on a participé au projet pilote d'Agri-Climat de 2018 à 2021. On avait la chance, dans le fond, d'avoir un accompagnement au niveau de notre agronome en champ, Yannick Beauchemin, au niveau de Yamasol, et puis de Sylvestre Delmonte, pour nous présenter un peu c'était quoi, faire un portrait global de la ferme. On a aussi eu beaucoup d'échanges à savoir qu'est-ce qu'on fait comme pratique à la ferme actuelle, si on voit des pratiques à faire dans le futur, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion. Fait qu'on était vraiment bien encadrés auprès de 2 spécialistes qui avaient vraiment l'expertise au niveau, dans le fond, des changements climatiques. Ça nous permettait d'avoir un deuxième regard, puis une critique aussi, de connaître quelle équipe qu'on pourrait avoir pour aller combler le poste changement climatique au sein de notre entreprise pour voir nos changements futurs. Fait que, bon. Avant que tu présentes ton bilan, vous attendiez à quoi par rapport à votre bilan? Ben, moi, je m'attendais... Parce qu'il n'y a pas de carboneutralité. Avant de commencer, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'on s'en allait. On attendait parler un peu de crédit de carbone aux États-Unis, de plein de choses. Donc, il y avait une curiosité là. Mais moi, je ne m'attendais pas d'être si élevé que ça au départ. Là. Je ne pensais pas être carboneutre, mais je pensais quand même être pas si loin, là, vu les pratiques qu'on faisait. Puis... l'autre chose aussi que je ne m'attendais pas, c'est que c'était vraiment difficile dans les modes de culture qu'on a de séquestrer du carbone pour la région qu'on est aussi. Là. Puis toi, Jean, est-ce que comme c'est une nouvelle notion, le carbone puis la carboneutralité, on avait comme mes 2 confrères et consoeurs, on avait très peu de notions. Donc, les attentes étaient... on avait quand même hâte. On ne se faisait pas d'attente, mais on avait quand même hâte de voir qu'est-ce que ça donnait concrètement sur nos entreprises. Puis surtout hâte aussi de voir que
comme j'avais quelques actions d'entreprise qui avaient été décidées de façon économique, avec le bilan carbone, je me suis rendu compte que ces actions-là qu'on avait modifiées au niveau des façons de faire de l'entreprise, bien, ça faisait en sorte que mon bilan carbone était quand même réduit en fonction des actions qui étaient déjà sur l'entreprise. Donc, entre guillemets, j'avais une petite longueur d'avance, là, mais pas tant que ça. Là. Mais tu le savais pas au début. Ça, j'ai été... Ben non, je ne le savais pas. Et c'est ça qui me... Oui, c'est ça, et déjà dans le résultat. Puis, est-ce que vous aviez... Votre poste principal que vous pensiez émettre, c'était quoi? Qu'est-ce qui émettait le plus, selon vous, quand vous avez démarré? Vous attendiez à ce que ce soit quoi? Ouais, on connaît le résultat maintenant. Oui, c'est ça. On dirait qu'ils sont biaisés. Alors moi, je vais partager ce qu'ils nous ont dit quand on a fait l'exercice. Ils pensaient tous que c'était leur tracteur. Il y a juste Jean, vu qu'il n'utilise quasiment pas son tracteur, là, mais tout le monde, en fait, nous disait « Ah, c'est sûr, c'est les tracteurs. » Donc, on va voir est-ce que c'est vraiment les tracteurs. Puis, vas-y, Joël, je te laisse la parole pour ton bilan. Dans le fond, un bilan carbone, quand ça nous arrive en tant que producteur, c'est exactement l'image que vous avez à la diapositive maintenant. Ça nous dit, notre entreprise, qu'est-ce qu'elle émet? Les principaux postes d'émission, en résumé, c'est quoi? Dans le fond, c'est au niveau de mon troupeau, j'émettais 41 %. Ça, c'est vraiment la fermentation entérique des animaux. Les vaches que j'ai à la ferme, c'est des ruminants, puis je ne les changerai pas, ça va rester des vaches. Ensuite de ça, moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer un petit peu, celui-là? Bien, c'est toute ma régie, mon bien-être, mon confort animal, mon alimentation. C'est vraiment travailler pour améliorer les performances de mon animal dans ma ferme. Ensuite de ça, j'avais ma gestion des fumiers. On est en fumier liquide chez nous, donc à chaque coupe qu'on fait, bien, tu sais, veux pas, on a un transport de fumier, on joue beaucoup avec les fertilisations du maïs, la fractionnée. Ensuite de ça, ma gestion au champ, bien là, ça me prenait de l'énergie un petit peu, ça me prenait des travaux. C'est sûr que on vise de faire le moins de passages possible pour faire le plus de travaux possible en même temps. Puis les énergies qu'on consomme, on sèche notre maïs directement à la ferme, on est vraiment autosuffisant avec tout ce qu'on produit. Puis par rapport à ça, on voit notre émission totale à la ferme, mais on se dit, on a un volet grande culture, on a un volet laitier. Si on prend juste le volet laitier, bien, ça va émettre 73 % dans le fond du résultat que vous voyez à l'écran. Ensuite de ça, les pertes par les sols, on travaille beaucoup à augmenter notre matière organique. Là, on est sur le sable. Puis, j'ai appris, ce qui m'a le plus étonné, c'est que, on a beau travailler à chaque année, mais notre matière organique, au bout de 30 ans, elle se décompose, puis en se décomposant, elle émet un carbone. Fait que, ça nous motive encore plus à continuer, puis à persévérer, puis à notre matière organique, de la faire augmenter. Là. On est encore plus conscient de l'importance à ce niveau-là. Bien, merci. Puis, on va voir justement maintenant chez Billy. Pour une ferme grande culture, porc, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même bilan. Puis je vous mets tout de suite les pourcentages aussi. Là. Mais vous voyez, on a quand même une grosse différence. Puis, vas-y. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que la gestion du troupeau, là, nous autres, on a une production en contrat, donc on a plus ou moins là, on ne peut pas jouer sur l'alimentation, on a plus de contraintes, là, je dirais. Mais quand même, ce matin, il y a eu quelques pistes de solutions qui étaient intéressantes. Là. Moi, je m'intéressais beaucoup au plus de quota des cultures. Donc, on disait on a beaucoup de lisiers. Nous, en plus d'utiliser le lisier de notre entreprise, on est en région en surplus. Donc, on a beaucoup de lisiers qu'on importe de d'autres producteurs autour. Donc, ça nous permet d'utiliser moins de fertilisants de synthèse. Donc, je pensais que c'était pour m'avantager. On fait aussi quand même du semi-direct, pas à 100 % mais j'ai beaucoup quand même de terres différentes. Là, donc, on essaie de s'ajuster selon les types de sols, mais une bonne partie en semi-direct, une partie en streptile, un petit peu de travail réduit aussi. Donc, moi, j'avais dans la tête que c'était pour m'aider. Mais on peut voir là, la partie gestion des champs là, était quand même très, très importante. Là. Puis, moi, c'est ça qui m'a surpris. Là. Je m'aurais attendu à voir un peu l'inverse, l'énergie qui aurait été à 43, puis la gestion des champs à 13. Mais là, dans le fond, là, ça fait que dans le 43 %, bien, c'est sûr que toute l'utilisation d'azote, donc qui contribue pour beaucoup. Ensuite, la façon qu'on applique nos lisiers, bien, là aussi, on va avoir des pertes d'azote qui vont contribuer au gaz à effet de serre. Puis, il y a une autre partie qu'on a un peu moins de contrôle, c'est vraiment la décomposition des résidus de culture. Donc, c'est quelque chose qui
qui va être dur à éliminer. Là, le cycle est comme ça. Fait que, et on n'a pas un contrôle sur tout. Puis, moi, je vais rajouter un petit quelque chose. Tu sais, on voyait par rapport au bilan de Joël tout à l'heure, en bilan en laitier, là, c'est quand même vraiment différent. Puis, je veux justement souligner, tu sais, vous voyez bien, au niveau de la gestion du troupeau, on a des ruminants, on a des monogastriques, puis vous voyez vraiment l'impact que ça a sur la proportion. Tu sais, on voit que c'est beaucoup plus faible dans ce cas-là que justement des ruminants. Puis, par contre, vu que Billy, il y a une très grosse partie grande culture, si on avait juste une ferme porcine, probablement que la gestion des champs serait plus faible que ça, parce que là, on rentre aussi toute la grande culture dans ce poste-là aussi, puis dans l'énergie. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Notre première question, oui! Bonjour, Michel, merci. Question technique, là. On parle souvent de l'Asie qui produit pour les Amériques. Le bilan carbone appartient pas, non pas à l'Asie, devrait appartenir aux Amériques. On comprend les bilans carbone. Même principe pour production d'élevage à forfait. Pourquoi que tu prends des charges carbone à toi, tandis que les animaux appartiennent à quelqu'un d'autre? On ne devrait pas les dissocier? C'est plus ça ma question. Mais c'est une bonne question. Ouais. Non, on se base au niveau de la masse. Tu sais, là, créer du fumier sur sa ferme à partir d'animaux qui n'appartiennent pas. Qui invente du fumier à partir de rien. La magie de la productivité. La magie du carbone. Ben oui, c'est une bonne question, mais dans tous les cas, le lisier, dans le cas de Billy, vu qu'il est utilisé à la ferme de toute manière, c'est sûr que le lisier, il appartient à la personne qui le produit. Mais dans ce cas-là, ça irait vraiment à la ferme dans tous les cas. C'est vraiment plus pour la partie, effectivement, gestion du troupeau qu'on pourrait se questionner. Vu que c'est fait à forfait, est-ce que ça devrait être comme complètement séparé ou bien est-ce qu'on peut l'intégrer? Puis de toute manière, nous, on l'a vraiment séparé par production aussi, là, son bilan. Puis vous le voyez en bas, là, c'est juste la production porcine, finalement, c'est juste 48 % des émissions. Là. Et 90 % de la production carbone vient de la respiration, 10 % de Bien, c'est une bonne question, mais vous voyez ici que c'est pas ce qu'on voit, mettons, pour en production porcine. Vous voyez bien la gestion du troupeau, donc il y a vraiment toute la fermentation entérique et tout ça. Ça ne représente pas 90 % du bilan, mais près de la moitié. Et l'autre moitié, ce serait la gestion des fumiers pour la production porcine. Si on passe maintenant à toi, Jean, pour avoir notre dernier portrait, puis comme ça, on va pouvoir continuer ces discussions-là. Ton bilan à toi, Jean, est vraiment différent aussi. Oui. Je pensais que tu dirais qu'il est affreux. Ben oui, il est différent parce que on est à 0 perte là, de carbone des sols, de par la couverture qui est permanente et les racines sont permanentes aussi dans le sol. Donc, en faisant pas de travail de sol, ben on libère très peu de carbone. Alors, on peut dire que mes champs sont carboneutres. C'est pas moi qui l'ai dit. Bien, je m'étire le cou un peu, là, et je fais comme les producteurs de lait. Parce que si tu regardes le reste de tes émissions, on n'est pas tout à fait à la carboneutralité. Là. Pardon? Le reste de tes émissions... Bien, le reste de mes émissions, oui, bien, il y a des choses qu'on peut travailler quand on va tomber dans les solutions. Mais dans les prochaines années, on va s'attaquer, en faisant partie du laboratoire vivant, à la gestion des déjections. Voir sur certains aspects, il y a peut-être des pistes d'amélioration qui peuvent être mises de l'avant. Puis j'ai hâte de voir si on va être capable d'arriver à quelque chose de concret puis de réalisable sur les entreprises. C'est bon. Donc, je vous remets les 3 bilans comme ça. J'ai une question. Oh, pardon, oui. Non, mais c'est parfait parce que ma question, c'est là-dessus. Dans le fond, Ferme Candrine est en semi-direct, puis elle a moins de terre que Ferme Beauport, mais ses pertes, si on ne regarde pas la gestion d'entreprise, si on regarde juste les pertes au champ, comme 3 fois plus élevées. C'est-tu à cause du type de sol? Parce que j'imagine que Billy, il est en maïs, soya et tout, puis c'est-tu à cause du type de culture? Qu'est-ce qui fait que Ferme Candrine perd plus de matière organique dans ses champs que Billy? Ben, je vais te laisser répondre, Joël. Est-ce qu'on passe à la diapositive suivante? Allons-y. Tu vas voir ta réponse directement devant toi. Dans le fond, ça s'appelle la dynamique de carbone des sols. Oui, la texture des sols en est pour beaucoup. Puis,
Il y a aussi le fait, bien, tu sais, sur cette diapositive-là, ça paraît immense, là, mais tu sais, à la ferme, chez nous, on a commencé à faire le semi-direct en 1990 puis à prendre des échantillons de sol aussi en 1990. Fait qu'on voit vraiment la courbe qui parle d'elle-même, là. Ouais. Puis c'est vraiment principalement dans ton cas, tu es sur du sable à patate. C'est toi qui l'as dit toi-même. Oui, bien, c'est ça. C'est mon expression pour décrire mon type de sol chez nous, là, du sable à patate. Là. Donc forcément, tu sais, le sable, ça retient moins le carbone que justement une terre plus argileuse, tu sais, avec plus de matière organique de base. Puis aussi, un point qui est quand même important à mentionner, c'est que quand on compare les 3 fermes, c'est toi qui partais avec le plus de carbone aussi, à la base. Donc c'est sûr qu'on s'attend éventuellement à ce qu'ils perdent peut-être un petit peu plus qu'une ferme qui aura un petit peu moins de matière organique en partant, dans le fond. Oui. La présentation, Gabriel Weiss, conseiller plantes fourragères au MAPAC. Et même si on est sur culture pérenne à l'année, là, il y a 0 émission, il n'y a pas de protoxyde d'azote là, qui sont dégagés à un moment donné et tout. Est-ce qu'on peut considérer qu'on n'émet pas pantoute? Alors, non, on émet quand même, puis je reviens en arrière. C'est pour ça que quand il disait ces sols sont carboneutres, j'ai un petit peu grincé des dents. Puis c'est parce que, je te laisserai après compléter, mais c'est juste, vous voyez sur le bilan, là, pour la ferme bovicole, justement, le petit bout bleu, gestion des champs, c'est là le protoxyde d'azote dont vous parlez. Donc oui, au niveau de la perte de matière organique, il n'y en a peut-être pas sur la ferme de Jean, mais il émet quand même au niveau du protoxyde d'azote parce qu'il y a de l'azote qui est présent. Là. Mais justement, est-ce que tu voulais... Bien, c'est ça. C'est ça. Bien, on utilise les fumiers, puis bon, dans certaines conditions, il y a des émanations de protoxyde d'azote. Il y a des émanations de la fosse aussi. C'est là-dessus qu'on espère de trouver des pistes d'amélioration. Bien oui, puis tu sais, Jean, il a vraiment les conditions idéales pour limiter ses émissions, parce qu'il l'a dit, il utilise très peu d'engrais minéraux, donc c'est sûr que tous les fumiers, ça émet moins. En plus de ça, il est en culture pérenne à 100% sur l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'elles vont pouvoir plus utiliser aussi toute l'azote qui est là. Je vois qu'il y a quelqu'un qui se déplace vers le micro, c'est pour ça que... Ah ben, allez-y, pardon. Oui, bonjour. Je ne connais pas personnellement les 3 fermes, mais je vois les 3, puis pourtant sur les photos, en tout cas celle de Beauport, de Jean, la Beauvicole, où ce qu'on pourrait séquestrer, c'est les arbres. Me semble, as-tu une terre à bois? Ouais, moi, ma question, finalement, c'est comment ça prend d'arbres pour pouvoir mettre un 1, là, puis plus que 1? Non, mais c'est une question. C'est une bonne question. C'est pas si simple que ça, le carbone forestier. On a eu une présentation récente et c'est aussi, sinon plus complexe que le carbone de nos parties en culture puis de nos élevages. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Oui, on a une partie emboisée, mais dans le bilan actuel, on a le calculateur ne permettait pas d'inclure le carbone forestier, faute de données ou d'expertise à ce niveau-là. Mais je pense que c'est dans les projets futurs d'AgriClimat de pouvoir inclure le carbone forestier. Bien, ça mériterait peut-être d'avoir une demi-journée de conférence juste là-dessus, parce que, regardez, il y a beaucoup de monde qui se targue à dire que pour sauver la planète, nos gouvernements, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, voudraient planter des arbres, puis tout ça. Puis ici, il y en a un qui avait été dans l'absurdité dans une conférence que j'ai vue l'année passée, je suis en Europe ou ici, il faudrait planter des arbres même sur nos autoroutes, puis encore, on n'aurait pas assez pour tout se mettre à neutre, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que... mais là, toi, tu m'annonces que c'est compliqué. Là, je commence à trouver ça bizarre un peu, parce que là, on va tous s'excuser de respirer, là, on va dire, à ce point-là. Parce que, tu sais, tu étais la première à dire, bien, tu sais, si on a des arbres, ou en tout cas où on plante, ça aide. Puis je pense que ça, c'est dans la tête de tout le monde, là, que ce soit des agriculteurs ou monsieur, madame, tout le monde, c'est dans leur tête. Puis je pense que c'est raisonnable de penser ça. Là. Mais que là, tu m'annonces, c'est compliqué. Là, je trouve ça bizarre un peu, mais regarde, on passe. Mais c'est un bon point. Puis je voulais juste, comme pour donner une idée, toi, Billy, avant que je te... Ouais. Mais il y avait combien d'arbres plantés, ton tonne, là, ta tonne d'arbres plantés? Tu te souviens-tu à peu près combien vous avez planté en kilomètres ou... Bien, c'est ça que je me souvenais plus si c'était par rapport à ça ou on avait regardé aussi parce qu'il y a une érablière que je loue à un de mes cousins, donc c'est une 30aine d'hectares. Là.
qu'elle est valorisée. Ouais, Je mais me demandais si le 1 c'était vraiment venait de juste là, les ou, Brisevent puis Bande-Riveraine. OK. Ben là, le nombre d'arbres, je ne pourrais pas dire. Là. Mais quelques bandes élargies qu'on a faites, là, c'est sûr qu'on a beaucoup. Ben, je pense qu'ils ne sont pas comptés. On a quand même beaucoup de boisés autour des champs, mais quand ce n'est pas entretenu, de ce que j'ai compris, c'est que un boisé, si les récoltes de bois ne sont pas valorisées, bien, la décomposition, dans le fond, du bois, qu'est-ce qu'il va émettre? Bien, ça va être capté par les arbres qui poussent. Donc, ça fait comme juste une carboneutralité. Ça ne vient pas séquestrer. Là. Donc, c'est pour ça on se rend compte que séquestrer du carbone, c'est vraiment compliqué. Donc, à partir du fait qu'on n'est pas capable d'en séquestrer, bien là, c'est vraiment dur d'atteindre le point zéro parce que dès qu'on en émet, c'est trop. Là. C'est ça. Mais par contre, le gros point justement sur lequel on peut jouer, c'est les émissions. Puis je pense que tous les trois, vous aviez quand même des idées de qu'est-ce que vous pourriez faire si votre entreprise pour essayer de réduire. Peut-être, Joël, est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu veux prendre la question en premier? Ou... Est-ce que vous voulez... Allez-y. Vous avez déjà enlevé votre masque et tout ça. Oui, la question est à la ferme bovicole. Comment tu fais pour régénérer tes prairies? Parce qu'on parle de prairies permanentes, mais tu ne dois pas laisser ça aller à la nature totalement. Non, bien, j'ai plus d'expérience dans le pâturage que dans les prairies. Là. Mais les prairies, on est au début, mais j'ai quand même des options qui s'en viennent. Bien, depuis 10 ans, on était en semi-direct de prairies et maïs fourragé. Puis le pâturage, il était déjà permanent, mais on faisait un sursemis mécanique dans le pâturage que je continue de faire. Mais dans les prairies, je vais essayer le sursemis mécanique et je vais aussi essayer une fauche retardée. Donc, sur une proportion des champs, disons peut-être le 20 là, par année, des superficies en prairie vont être fauches retardées. Donc, tout ce qui est graminées et légumineuses vont se reproduire et vont faire un semis, une régénération naturelle, si on peut l'appeler comme ça. Là. Puis je vais voir lequel des deux est le plus intéressant. Puis, de toute façon, j'ai besoin du foin un peu beaucoup fibreux pour l'alimentation des vaches taries l'hiver. Moi, mes valages sont au printemps, donc pendant l'hiver, faut que j'y mette sur le break un peu, sinon mon état de chair prend le bord. Donc, j'ai besoin... Puis même, quand je fais je suis passé en régie 2 coupes de prairies. La première coupe, je suis un petit peu limité parce que je la fais faire à forfait. Donc, on la fait généralement fin juin, mais c'est pas suffisant pour... c'est épillé, mais c'est pas rendu... Les graminées et les légumineuses ne sont pas en maturité. Donc, il n'y a pas de semences, il n'y a pas de régénération qui se fait. Il faut vraiment attendre minimalement à mi-juillet pour que cette régénération soit faite. Fait que ça, c'est des projets. Est-ce que tu fais de la semi-finition avec les prairies? Ou je fais de la semi-finition, oui. On utilise la 2e coupe essentiellement pour la semi-finition de novo, puis un peu de semi-finition à forfait aussi. D'accord. J'ai une autre question à la ferme Candrine. C'est quoi le pourcentage de maïs en silage dans ta ration pour les vaches laitières? Bien, j'étais à peu près à 17,5 kg par jour, tel que servi là, à mes vaches, versus 15,3 kg d'ensilage de foin. Puis, quelles sont tes espèces fourragères pérennes que tu utilises dans tes mélanges? Bien, on utilise principalement du mil avec de la luzerne, du trèfle, en majorité. Là. Mais c'est sûr que là, on va faire des petits tests pour améliorer nos mélanges. Merci. Bien, merci. Puis justement, je te repasse la parole, Joël, pour voir justement... tu sais, là, vous avez compris, puis ils l'ont dit eux-mêmes, tu sais, séquestrer du carbone, c'est pas si facile que ça, mais c'est possible de réduire ses émissions. Puis justement, Joël, tu avais quand même plusieurs idées. Est-ce que tu voudrais nous les partager? Bien, c'est sûr que moi, mon principal travail, c'est vraiment au niveau des animaux. Fait que c'est vraiment tout mon confort, mon bien-être, d'aller chercher le maximum de ma vache, qu'elle transpire le moins, de la rafraîchir. On peut travailler beaucoup de l'intérieur. On peut travailler aussi au niveau des champs. Bien, aussi, j'avais oublié de parler un petit peu au niveau de mes animaux, ce qui nous avait fait sourire quand on avait fait notre bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une image de l'année qu'on prend pour le calculer, mais tu sais, c'est évolutif dans le temps. Si on le referait aujourd'hui, j'aurais peut-être pas les mêmes résultats. Dans cette année-là, dans le fond, mon taux de réforme de relève, de remplacement avait été vraiment très bas. J'avais du 0,5
d'habitude, on vise à peu près du 0,7. J'avais pas de génisse du tout qui naissait, là. C'était quasiment juste des mâles. Fait qu'on l'avait pris en riant avec Sylvestre. On s'est dit, au moins, il y a un avantage en quelque part de ne pas avoir des génisses, d'avoir juste des mâles. On a un faible taux de remplacement. À un moment donné, il faut se consoler avec ce qu'on a. Puis, après ça, il y a aussi au niveau de mes champs, un peu pour répondre à la question qui avait été posée tantôt, en 2021, dans l'année qu'on avait pris, on achetait quand même beaucoup d'engrais minéral pour aller fertiliser les champs. Il faut quand même le dire, dans ces années-là, c'était quand même économique de les acheter, veut pas, pour aller rechercher la petite valeur qui nous manquait. Mais tu sais, aujourd'hui, la situation a totalement changé, là. Aujourd'hui, je revalorise mes intercalaires dans mes champs, puis d'augmenter, dans le fond. Mais pour pouvoir avoir une capacité plus portante quand je vais aller récolter, parce que l'été passé, on y a goûté pas mal avec la pluie qu'on a eue. Fait que là, bien, on commence à revoir... on l'avait délaissé, mais là, on s'est dit, là, je pense que ça va revenir nos intercalaires dans le maïs, puis il y a une raison d'y mettre. Fait que c'est sûr que c'est vraiment d'y aller point par point. Puis aussi, on a beaucoup de varfil de fer, on ne se le cachera pas. Fait que dans nos cultures de couverture qu'on va mettre, bien, on va aller valoriser un petit peu le sarrasin, on va aller valoriser la moutarde pour essayer d'aller combattre nos pathogènes qui apparaissent. Fait que c'est un peu... Donc, finalement, le bilan, ça t'a juste amené des réflexions générales sur ton entreprise, là. C'est complètement intégré au reste de tes pratiques. C'est en plein ça. On s'est dit, on est déjà quand même dans la bonne voie. Puis là, bien, ça nous motive encore plus à dire, bon, ben oui, il faut que je m'améliore là. Ça, il faut que je continue à le garder. Puis c'est une discussion qu'on a aussi qui va être continuelle. Puis on a trouvé justement le spécialiste, l'équipe de spécialistes vers qui on peut se tourner, qui ont la compétence de répondre à nos questions. Oui, merci. Puis je pense que toi aussi, Billy, il y a un gros travail sur les engrais verts intercalaires, culture de couverture sur ta ferme. Oui, bien, c'est quand même déjà quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. Mais là, avec les choses qu'on a appris, je vais peut-être modifier mes mélanges un petit peu pour vraiment favoriser la matière organique à long terme. Donc, mettons, au lieu d'y aller juste avec un mélange de pois et de radis après un blé, donc on aimait faire là, pour quand même là, toute la contribution en azote. Bien là, ça va peut-être de rajouter une févrole avec le pois. Donc, la févrole a vraiment un système racinaire beaucoup plus gros que le pois. Puis c'est une des choses qu'on a apprises, c'est que pour capter du carbone puis faire de la matière organique, le système racinaire est vraiment plus important que tous les résidus de surface là, qu'on peut avoir. Donc, des petites choses de même qui nous font réfléchir puis apporter des petits ajustements, là, je dirais. Bien, merci. Puis toi, Jean... Bien, au niveau des champs, j'en ai passablement presque fait le tour. Ouais. Il reste au niveau de la fosse encore, puis au niveau des émissions des fermentations entériques, bien, il y a possiblement dans le futur des lignées génétiques qui vont être plus performantes à ce niveau-là, sauf que c'est encore un vœu pieux presque. Là. Ça commence, mais tant qu'on n'aura pas ça, un critère dans les EPD, des choix de taureaux, bien, je ne m'achèterai pas des vaches là, qui émettent qui font peu de fermentation entérique, mais à partir du moment où il y en aura dans les taureaux, dans les choix de taureaux, bien, on pourra choisir la semence qui fera en sorte que les animaux seront plus efficaces et émettront moins de méthane. Mais déjà, l'été, vu qu'ils sont au pâturage puis que nos rotations fréquentes font en sorte qu'on allonge la saison de pâturage, bien, en même temps, on allonge la période où est-ce que les vaches font le moins de fermentation entérique lorsqu'ils consomment très peu de fibres. Donc, l'été, c'est là qu'ils en font le moins. Donc, raison de plus pour les garder le plus longtemps au pâturage. C'est ce que ça nous donne comme résultat de faire de la rotation. Même si l'été passé a été un été un peu bizarre, mais les animaux sont quand même restés au pâturage jusqu'à la fin d'octobre, début novembre. Puis, on parle de toutes les pistes que vous avez éventuellement réfléchies, que vous aimeriez mettre en place aussi, mais on dit que le bilan carbone, ça permet juste de réfléchir d'une autre manière un petit peu à son entreprise. Puis, toutes les pistes ne sont pas forcément des pistes que vous voulez explorer. Puis, j'ai commencé avec toi, Jean, justement, pour... Oui, bien, il y avait un autre élément qui est disponible sur le marché. C'est une poudre, bien, je pense que c'est en poudre ou en granule, peu importe. Là. Mais un produit qu'on peut ajouter dans l'alimentation des vaches pour réduire la fermentation entérique. Sauf qu'il est récemment homologué au Canada et j'ai fait le calcul quand j'ai vu le coût. J'ai calculé ça vite.
J'ai fait, je pense que je vais laisser faire, là. Ça coûte 25 cents par vache par jour. Fait qu'à 50, je l'ai compté juste pour mes 52 vaches. Ça compte pas les novos et les veaux en semi-finition en forfait. Ça coûtait 6 000 par année. Même si par les temps qui courent, le prix des veaux et le prix du bœuf est relativement bon, je ne pense pas que c'est assez pour que je fasse le move là, de rentrer ce produit-là. Si encore ce produit-là amenait d'autres avantages que juste réduire la fermentation entérique, ça ne serait pas pire. Mais à date, je ne pense pas que ça a été démontré à ce niveau-là. Peut-être que les recherches n'ont pas été faites non plus, là. Mais je vais passer mon tour, mais on ne sait jamais s'il y avait un programme qui atterrissait quelque part, bien, on pourrait peut-être en faire l'essai, là, mais je ne le ferai pas à mes frais, c'est pas vrai. Là. Mais puis le produit, c'est le 3-NOP, là, pour ceux qui se demandent. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit le nom. Ben, de toute façon, la plupart du temps, je me rappelle pas dans quel ordre vont les chiffres et les lettres, là, fait que c'est correct. Oui. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, il y a des algues qui existent aussi, mais il y a un niveau de toxicité qui est possible, en tout cas. Puis les produits homologués, il faut quand même que ça soit homologué au Canada aussi. Mais moi, je veux revenir aussi sur ce que tu disais. Là, il n'y a pas d'autres avantages pour le 3-NOP, mais on n'en a pas trop parlé, mais toutes tes pratiques actuelles de productivité, justement, de reproduction, de gestion des vaches, de gestion justement de tes vélages, même pour ton engraissement, tes performances sont quand même très bonnes. Puis ça, continue à travailler dessus. De toute manière, ça va aussi jouer sur le bilan, dans le sens que si on ramène ça par kilo de poids vif, bien, naturellement, plus on sort de poids vif de l'entreprise avec le même intrant, on va dire, avec le même poids, bien, finalement, ça va réduire le bilan aussi. Donc, c'est quand même important de le garder en tête. Oui? Oui, comme il y a l'Agolin aussi. Est-ce que vous recevez un chèque, les agriculteurs qui utilisent ce produit-là, pour la réduction des... Alors, nomme-moi donc ça. Comment tu appelles ça? Agolin. Il y en a un, c'est Agolin, ça a l'air que lui, là, tu reçois un chèque là, quand tu l'utilises. Je ne sais pas s'il est propice à la S'il y a moyen de recevoir un chèque... Je pense que le chèque n'est pas bien gros. Ça va être dur de dire non, mais ouais, c'est ça qu'il faut voir. Puis peut-être, Joël, pour rester sur les bovins, toi, de ton côté, c'était quoi tes pistes que tu voulais pas mettre en place chez toi? Vous allez sûrement sourire un peu. Tu sais, quand on parle d'améliorer nos bilans carbone, on pense souvent, on a une vache, on va planter un arbre. Tu sais, on entend souvent ça sur le terrain. Là. Combien d'arbres faut que je plante pour, dans le fond, ma vache? Mais tu sais, moi, chez moi, si tu me dis de planter un arbre, là, je serais pas super contente. Moi, de la manière que je vois mes champs, c'est pas d'aller mettre des haies brise-vent, en tout cas à Saint-Léonard sur mes terres. Là. Moi, c'est plus si je veux le faire, l'amélioration, ou des fois, tu sais, j'ai des restrictions à respecter parce que mon voisin, mettons, il est biologique. Fait que moi, au lieu d'aller me planter des arbres, ce que je vise, c'est plus augmenter ma capacité de production interne. C'est-à-dire, je vais me faire une bande d'herbes que je vais faire, dans le fond, mon pâturage à l'extérieur de, bien, pas mon pâturage, là, mais ma prairie à l'extérieur de mon champ de maïs, mettons. Fait qu'au moins, je suis capable de me nourrir puis de faire ma rotation, d'améliorer ma capacité portante aussi pour récolter. Fait que moi, je le vois plus dans ce milieu-là que de me dire d'aller me mettre, mettons, une haie brise-vent. Fait que moi, c'est pour ça que je disais... Charlotte avait ri un petit peu de moi quand j'avais dit, moi, planter des arbres, je ne suis pas vraiment pour ça. Là. J'aimerais mieux valoriser pour produire des aliments, pour nourrir mon cheptel ou pour nourrir, dans le fond, la planète que d'aller faire mon arbre. Non, c'est ça. Puis, pour vous donner un autre exemple, on ne l'avait pas calculé avec vous, je pense, mais on a calculé avec un autre producteur, mettons, combien ça prendrait pour qu'il atteigne la carboneutralité pour compenser, en fait, ses émissions. Puis, en gros, là, il fallait qu'il plante des arbres sur toute sa ferme. Donc, c'est sûr que si on veut atteindre la carboneutralité avec les arbres, de toute manière... On va pouvoir se lever de bonne heure. Donc, Mais toi, Billy, je pense que vous avez exactement une vision opposée avec Jean par rapport à ce que vous ne voulez pas faire. Puis il me semble que... En tout cas, je sais, c'est pas Ben non, je suis un peu du même côté. Comme Jean dit, là, moi, tu sais, n'importe quelle pratique là, qui va soit baisser les rendements ou qui ne serait pas viable économiquement, là, c'est sûr que je ne veux pas aller là. À moins d'une aide externe, là, mais je pense que la priorité numéro 1, c'est vraiment la pérennité de nos entreprises. Là. Et surtout, là, à ces périodes-ci, là, on peut voir, dans le passé, ça ne va pas super bien. Dans les grains, on a eu des belles années, mais là, on voit qu'on s'en va sur un autre côté. Là. Donc, c'est un peu ça. Puis, des fois,
c'est un peu contradictoire parce qu'il y a des pratiques qu'on a mises en place qu'on pensait qu'elles étaient bonnes, mais qui sont bonnes sur un plan, mais qui sont peut-être pas nécessairement bonnes pour le bilan carbone. Donc, ça vient un peu difficile. Là. Comme par exemple, nous autres, tout notre lisier est appliqué avec un système d'irrigation. Donc, on met ça quand même assez tôt au printemps. La semaine dernière, on a eu une belle présentation là, de M. Licotte, justement, sur nos gestions de lisier. Puis là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émissions là, qui sont faites parce que mon lisier n'est pas incorporé. Mais là, si je décide d'incorporer mon lisier, bien là, ça impliquerait que, là, présentement, j'ai une rampe de 60 pieds de large, que je prends mon plus petit tracteur pour aller étendre tôt en avril. On fait vraiment pas beaucoup de compaction, donc on trouve qu'on fait un bon travail. Mais là, pour l'incorporer, bien là, il faudrait que j'aille une rampe de 30-40 pieds de large, puis je prenne mon plus gros tracteur que j'ai à la ferme pour mettre dessus. Donc, oui, j'aurais moins d'émissions de GES, moins de perte d'azote, mais à long terme, est-ce que je me tirerais dans le pied en augmentant ma compaction? Donc, des fois, c'est pas tout le temps... comme souvent en agriculture, là, il y a beaucoup de zones grises là, à analyser là, avant de prendre une décision. Je vois qu'il y a une petite question. Ouais. Ouais. Ça, je comprends bien, c'est le bilan carbone initial. Là. On n'est pas rendu à avoir encore des données depuis 2 ou 3 ans. Là. On ne voit pas toutes les améliorations qu'il y a eu dans la ferme. Okay. Là, est-ce qu'on peut prendre en compte aussi la fixation des carbones là, faite par les cultures pérennes là, dans le sol et tout? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient, là, qui est tenu en compte? Là, ou... Bien, on le tient déjà en compte. Donc, quand vous voyez ça, là, nous, en fait, ce qu'on fait pour pouvoir estimer justement la dynamique du carbone dans les sols, c'est vraiment à partir des analyses de sol. Donc, vraiment la matière organique qui est dans les sols. Puis ça, c'est vraiment une résultante de toutes les pratiques sur l'entreprise, de sa texture, sa localisation, l'historique. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment tout en compte, finalement. Ça, c'est comme un portrait final. Mais la seule chose qu'il faut vraiment faire attention, c'est que on le fait avec les analyses du sol. Donc, c'est juste la couche superficielle du sol. On ne sait pas ce qui se passe en profondeur. Puis, ça reste des analyses de sol qui sont faites pour un autre but. Donc, il y a quand même, des fois, une certaine variabilité. Puis, on voit qu'il y a certaines données qui ne sont peut-être pas toujours utilisables. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment une résultante pour nous donner comme une ordre d'idée de la couche superficielle du sol. Ça ressemble à quoi en termes de carbone actuellement, là, puis d'évolution. Ça serait le fun de le voir dans l'autre graphique précédent et tout. Là. Il y a les arbres qui fixent du carbone, mais aussi les cultures pérennes et tout. C'est le plus visuel et tout. Ben oui, tout à fait. Puis vous voyez bien là sur ce graphique, Saint-Jean, avec ses cultures pérennes, il est en vert. Bon, comme il est juste à côté de Joël, ben, finalement, on donne l'impression qu'il est en train d'augmenter, mais en fait, vous le voyez tout à l'heure, il était à 0. Là, donc, en fait, il est très stable en termes de matière organique. C'est une illusion. C'est une illusion d'optique. Puis c'est ça, on voit quand même que justement, Billy, malgré, entre guillemets, qu'on pourrait dire qu'on pourrait penser, il n'y a pas de culture pérenne sur ton entreprise, c'est vraiment juste du lisier, il n'y a pas forcément de fumier solide et tout ça, on aurait pu penser que, il y aurait une grosse perte, mais justement, avec toutes tes bonnes pratiques, de culture de couverture, puis toutes tes bonnes pratiques que tu as sur l'entreprise, au final, la perte est quand même très, très limitée. Tu es quand même... c'est ça. Tu conserves quand même ton carbone. Là. Bien, je pense que je pourrais ajouter, là, avec le climat, là, on n'a pas une obligation de faire certaines pratiques ou d'amélioration dans le temps. Là. C'est vraiment plus de voir où est-ce qu'on est ce matin, puis d'apprendre un peu là-dedans, puis de suivre les recherches qui se font un peu partout. Donc, c'est ça, là, c'est vraiment plus dans le souci d'apprendre qu'après ça, ben, si on veut s'améliorer sur certains points, moi, je focus beaucoup sur les points qui sont favorables pour le bilan et économiquement, mais ça, c'est vraiment à la discrétion de chaque producteur. Là. Oui, c'est vrai. Oh, pardon. Oui, moi, je suis producteur de porc, puis au niveau provincial, au niveau canadien, on est tout à fait conscient des GES. On regarde plus pour un processus d'amélioration continue. Quand je regarde la production laitière, qui a carrément fait une déclaration de carboneutralité en 2050, est-ce que c'était désiré par les membres ou c'est tout à fait une question? Et le désir, puis deuxièmement, je ne vois pas comment une ferme laitière peut devenir carboneutre, à moins d'acheter des crédits carbone. Je te laisse la parole. Je pense qu'on va voir évoluer les choses un peu plus tout le monde en même temps parce que
Je peux pas dire que je suis assise sur toutes les chaises puis que je le vois tout évoluer. Là. À un moment donné, ma tâche principale, c'est mes vaches à l'étable. Là. Je vais te le dire bien franchement. Là. Fait que je pense qu'on va le voir évoluer au fur et à mesure. Mais on a de l'aide un peu partout pour voir qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais la réponse, je peux pas te donner aujourd'hui. Ça va être l'évolution du temps. Je suis vraiment désolée. C'est le mieux que je peux faire. Mais c'est le principe d'annoncer ça. Oui. Sans avoir de solution. Oui, donc Cyrine Lamdaoui, au producteur de bovins du Québec. Moi, en fait, là, de vous voir et tout, je trouve ça super, super intéressant de voir qu'il y a des producteurs qui se questionnent sur qu'est-ce qui se passe sur leur ferme, comment ils se situent, comment ils peuvent améliorer les choses pour améliorer leur bilan carbone, améliorer leur marque, finalement, sur l'environnement. Puis, moi, la question que je me pose, c'est, je travaille au producteur de bovins du Québec. Si je vais dans le champ et convaincre le monde qui n'est pas du tout convaincu comme vous autres, qu'est-ce qui vous a, vous, convaincu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et comment, moi, je pourrais relayer cette information pour essayer un peu plus de motiver? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont sensibilisés, mais on sait qu'il y a des gens qui disent que c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent, ils ne voient pas les bénéfices. Fait que j'aimerais entendre un peu comment je pourrais convaincre le monde. Selon moi, c'est de prendre ça par l'aspect économique. Quand ça touche ta poche ou que ça ne touche pas, justement, ta poche, que tu peux faire des changements dans tes façons de faire puis dans tes actions qui ne nécessitent pas de débourser tant que ça à coût nul ou à coût très minime, je pense que la meilleure façon de le vendre, c'est ça. Parce que le vendre juste gaz à effet de serre puis sauver la planète, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont être acheteurs de ça, là. Faut pas leur vendre le 3NOP, en fait. Je pense que je peux ajouter, là, comme je l'ai dit un peu tantôt, on est comme là plus pour apprendre présentement. Je pense pas qu'on est encore aux grosses actions. Donc, tu sais, on défriche un peu, on analyse toutes les pistes pour vraiment comprendre la dynamique. Puis, tu sais, là, il y a beaucoup de programmes de recherche au travers de ça. Fait que je pense qu'il est encore tôt pour dire, là, demain matin, il faut faire telle action. Tu sais, il y a des petites pratiques qu'on peut faire chacun sur nos fermes si on veut s'améliorer, mais je pense que ça va venir avec le temps où est-ce que probablement, puis comme Jean dit, c'est sûr que du côté économique, quand on va avoir des actions qui sont bonnes des deux côtés, bien là, la pratique elle va se faire d'elle-même. Là. Moi, je pense que je peux compléter aussi en disant que c'est de prendre le temps avec un spécialiste de regarder ton entreprise actuellement, comment elle fonctionne, puis de te questionner par rapport à tes pratiques que tu fais, bien, quelles répercussions ça a aujourd'hui, bien, quelles répercussions ça avait hier, aujourd'hui, puis quelles répercussions ça va avoir demain. C'est de prendre conscience de aujourd'hui, tu es où, avant tu faisais quoi, puis demain tu vas faire quoi. Moi, je pense que c'est une ouverture d'esprit, puis ça nous permet aussi de juste savoir, bien, dans notre société, dans l'univers agricole, bien, avec toutes les pressions qu'on a partout, on se situe où. Moi, je pense que c'est comme ça que je le vois comme relève. Là. Merci. Je vois qu'il y a plein de questions. Stéphane m'a dit, on avait passé le temps. Donc, si c'est des petites questions, vous avez le droit, sinon vous avez le droit. Une dernière intervention. Sans réponse à un commentaire, oui, une ferme laitière ou une ferme bovine ou une ferme de ruminants peut être carboneutre. Cependant, c'est sûr qu'il ne faut pas regarder comme une ferme laitière qui est polyculture élevage puis qui a une énorme quantité de grandes cultures. On parle d'une ferme qui est équilibrée, une vraie ferme laitière, en fin de compte. Mais il y a une condition, c'est de séquestrer du carbone avec les prairies pérennes. Puis le grand défi, c'est qu'il y a des dogmes actuellement qui ne jurent que par les augmentations de superficie en maïs fourragé. Et le maïs fourragé, lui, c'est sûr que tu ne seras pas carboneutre en ayant une alimentation très élevée. Et puis, au niveau du choix des graminées, c'est pas avec la fléole des prés que tu vas réussir à séquestrer du carbone. Certainement pas. Merci. Ce qui est surprenant, c'est que le taux de matière organique a diminué, puis qu'il est stabilisé entre 3 et 3,7 pour les 3 fermes. Et pour la ferme de Candrine, ça a commencé à 4,4 et c'est fini à 3,4. On a perdu 1 %. Est-ce que c'est parce qu'on a introduit le maïs en silage? Je joue un petit peu avec l'intervention d'avant. Oui, le maïs en silage il a été introduit à partir de 1975 sur l'entreprise. Là. Mais je te dirais qu'en 90, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, les pâturages ils ont été abandonnés complètement.
Là, voilà ta réponse. OK. Donc, si on veut être carboneutre en production laitière, il va falloir faire comme la production bovine, uniquement des plantes fourragères puis des pâturages. Pas moi qui l'ai dit. Mais moi, je veux juste ramener que, tu sais, pour le carbone dans les sols, ça ne dépend pas juste des pratiques qui sont faites sur ces entreprises. Évidemment, les plantes fourragères, les plantes pérennes sont un impact majeur, mais il y a aussi toute, justement, l'histoire. Depuis quand ça a été défriché, on est quand même des terres jeunes au Québec, donc depuis quand ça a été défriché, tout ça, ça joue en compte aussi la texture du sol de base, la localisation. Mettons, si on est plutôt au nord du Québec, au sud du Québec, tout ça, ça a aussi un impact. Donc, je pense qu'on ne peut pas juste résumer ça à une phrase de dire qu'il faut que tout le monde se retourne en pâturage puis en prairie pérenne. Il y a quand même... C'est un monde entier pour pouvoir comprendre ça. Oui, j'aurais une petite question pour... excuse, je veux vraiment la poser. Parce qu'il va nous taper sur les doigts. Vas-y. Oui, OK. Quand Corinne t'a dit... Bien là, on va arrêter. On va prendre madame et madame. Mais une question courte, réponse courte. Parce que là, il y a les autres conférenciers qu'il faut respecter aussi, qu'il y en a d'autres qui se sont préparés pour donner conférence. Je ne veux pas trop empiéter sur leur temps de présentation. Là. C'est bon. Je vais essayer d'être courte. Oui, merci. Oui, Ferme Candrine, tu dis que tu fais des bandes enherbées élargies comme un peu, pas ébrisement, mais pour remplacer tes brisements, j'imagine, comme zone tampon, que tu récoltes ça comme source de fourrage? Oui, bien, nous autres, dans le fond, c'était juste pour parler comme ça. Qu'est-ce que tu ferais jamais à ta ferme? Là? Mais oui, on est capable de se faire des prairies autour de nos champs quand on a besoin de respecter des distances qu'on doit respecter, mettons, avec nos voisins bio. Nous autres, c'est notre solution qu'on avait. Là. OK. Je me demandais peut-être quel objectif que tu avais de pourcentage, mettons, de ta production fourragère qui pourrait venir de ces bandes-là, puis comment tu penses que ça influencerait ta rotation de culture dans le champ? Est-ce que tu aurais besoin de faire des cultures annuelles plus fréquemment ou faire 2 années consécutives de maïs dans le même champ, considérant que tu aurais comblé tes besoins par ces bandes-là? Bien, nous, c'était plus un essai, puis pour avoir nos rotations comme on voulait avec nos voisins, puis pour s'arranger dans la mesure qu'on pouvait. Okay. Nous autres, c'était plus pour continuer, là, puis que de l'évaluer à chaque année. Puis, OK, parfait. C'est bon, merci. Oui, bonjour, Véronique Mathieu. Moi, ma question concernait plus au niveau des résultats du bilan par poste d'émission. Je me demandais, au niveau du poste d'émission, concernant la synthèse des engrais minéraux ou l'achat d'aliments importés sur la ferme, est-ce que le fait qu'il ne soit pas là, c'est que ce n'est pas un grand poste d'émission? Non, c'est juste qu'en fait, on les a regroupés avec d'autres postes. Donc, en fait, tu vas retrouver toute la fabrication des intrants pour les champs dans la gestion des champs. Donc, le bleu, là, ça inclut aussi l'achat des intrants. Puis, tous les achats d'intrants pour la production animale, ça va être dans la gestion du troupeau. Donc, c'est juste que je ne les ai pas séparés. Un ratio au niveau de l'ensemble des fermes, qu'est-ce que ça représente? Ou... Bien, c'est vraiment différent selon la production. Par exemple, pour la production pour la ferme de Jean, ça ne représente quasiment rien parce qu'il n'y a quasiment pas d'achat. Versus, par exemple, pour une production porcine, bien, on pourrait quasiment dire que c'est 90% du poste de gestion du troupeau qui est issu des achats, finalement, parce qu'il y a beaucoup moins de fermentation entérique en monogastrique. Donc, ça dépend vraiment des productions. Puis en production laitière, ça dépend vraiment des fermes. Là. Donc, c'est ça. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir laissé un peu plus de temps. On peut vraiment les applaudir. Merci à nos panélistes. Merci, Charlotte. C'était excellent. Merci beaucoup. Ça a été très enrichissant, je pense, pour tout le monde.